Je vous propose de traiter aujourd'hui un thème, ou plutôt une méthode qui n'a pas encore été abordée en tant que telle, à savoir les méthodes que dans l'enseignement on peut utiliser pour faire la critique des œuvres d'art. Voilà. Je vais plutôt m'intéresser ici à des œuvres du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, par exemple, mais enfin, la méthode est exactement la même pour toutes les périodes de l'histoire. Vous savez que c'est une des compétences que vous devez exercer, faire exercer plutôt par vos élèves, c'est de comparer des sources de même nature ou des sources de nature différente, de telle manière qu'ils se rendent compte qu'un historien, quand il tente de reconstruire le passé, il doit faire feu de tout bois, tout utiliser, et il doit surtout critiquer les documents. Il ne s'agit pas de juxtaposer, comme dans un puzzle, les différentes pièces pour avoir un beau tableau. Un historien n'est pas un romancier, ce n'est pas un peintre. Et d'ailleurs, l'histoire est à reconstruire, je dirais, presque à chaque génération. Toutefois, si l'on pratique l'esprit critique, on peut espérer se rapprocher progressivement d'une certaine objectivité. Alors, comment procède-t-on ? Eh bien, si vous devez faire un commentaire critique avec vos élèves, ou plutôt les mettre en situation de réfléchir sur une œuvre d'art, il s'agira quand même de leur donner des consignes précises. Et c'est sur ces consignes précises que je voudrais m'étendre pour l'instant. Tout d'abord, il faudra qu'ils se posent des questions sur l'auteur de l'œuvre, qu'il s'agisse d'un peintre, d'un sculpteur, d'un architecte, d'un dessinateur, par exemple. Il faudra réfléchir au courant artistique auquel appartient cet artiste. Autrement dit, si vous avez une œuvre de Rubens, il faut évidemment dépasser le tableau ou les tableaux de Rubens que vous voulez leur montrer et analyser avec eux pour déboucher évidemment sur le courant artistique auquel il appartient et dont il est un des maîtres, à savoir le baroque. Parce que ce n'est pas Rubens en tant que tel qui doit être mis en évidence dans le cadre d'un cours d'histoire, surtout dans l'enseignement secondaire, c'est bien entendu le courant auquel il appartient et qui est représentatif ou révélateur, pour le moins, de l'état des mentalités, peut-être pas de toute la population, mais en tout cas du désir des commanditaires de bénéficier de ce type de présentation chez eux. Et vous savez que les œuvres d'art, elles sont destinées, en tout cas à cette époque-là, essentiellement à l'aristocratie, pour les peintures, les sculptures, en tout cas, puisque ce sont ces gens-là qui ont de l'argent et qui peuvent, par conséquent, payer les commandes. Vous pouvez aussi avoir des œuvres d'art qui s'adressent à un public plus large, dans le domaine de l'architecture, de la peinture et de la sculpture aussi d'ailleurs, c'est toutes les commandes destinées aux églises. Voilà. Alors, donc, premier point, il s'agit de repérer et uniquement les éléments les plus importants de la biographie d'auteur pour le replacer dans son contexte, et surtout parce qu'il y a peut-être certains éléments de sa biographie qui sont nécessaires à l'intelligence de l'œuvre d'art. Ça ne sert à rien, si vous avez une œuvre de Rubens devant vous, d'entrer dans des tas de considérations sur sa vie qui n'ont strictement rien à voir avec l'œuvre d'art à ce moment-là. Donc, il faut toujours être capable de cibler son propos en fonction de l'objectif visé.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez, comme pour un texte, vous demander s'il s'agit de l'original, s'il ne s'agit pas d'une copie. Et pour les temps modernes, pour la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, et même pour le XIXe siècle, on peut le dire aussi, il faut voir sous quelle forme apparaît l'œuvre d'art. Parce que vous avez des tableaux qui peuvent être reproduits sous forme de gravure, ou sous forme de dessin, alors que l'original est une peinture, justement. Il faut bien voir donc, avec les élèves, ou plutôt leur faire découvrir, s'il ne s'agit pas d'une gravure, d'un dessin, ou s'il s'agit d'une peinture, s'agit-il bien de l'original, ou d'une peinture qui n'est rien d'autre qu'une copie faite par un des élèves du maître, ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui souhaite avoir une reproduction de cette œuvre d'art. Vous savez très bien que si vous allez près d'un grand place, et je ne dis pas, surtout pas que c'est une œuvre d'art, mais enfin, vous avez des magasins où vous trouvez des centaines, voire des milliers de mannequin pieces. Bon, donc, on va dire que c'est tous des mannequin pieces, oui, mais l'original, il est où? Il n'est peut-être même pas sûr que ce soit celui qui se trouve, qui sert de fontaine. Peut-être que l'original, peu importe ici, hein, que je vous dis, mais l'original est peut-être au musée, à la Maison du Roi, par exemple. Vous avez peut-être simplement une copie qui est là parce qu'il y a des risques de vol, entre autres choses. Bon. Alors, s'il s'agit d'une gravure, s'il s'agit d'une peinture ou s'il s'agit d'une sculpture, vous pourrez savoir qui est l'auteur de la peinture, de la sculpture ou de la gravure, voire qui est l'éditeur de la gravure, en fonction de sigles ou de lettres, d'abréviations qui se trouvent sur le tableau, ou s'il s'agit d'une gravure, juste au-delà du liseré, c'est-à-dire de cette trace qui marque, je dirais, le contour de la gravure. Alors, quand vous avez l'expression, je l'écris au tableau, pins. Alors, pins, ça vient en fait du latin pinsit, qui veut dire il a peint. Donc, quand vous voyez par exemple Rubens pins, eh bien, vous savez que c'est Rubens qui l'a peint. Donc, pinsit, c'est en fait le parfait, hein, c'est-à-dire le passé composé, si vous voulez, ou le passé simple, peu importe, hein, d'un verbe qui en latin signifie peindre. Bon. Si maintenant vous avez, voilà, par la caméra, si vous avez sculpte, voilà, je crois que c'est assez évident, ça vient de sculpsit. Alors le mot peut être abrégé ou il peut être mis en toutes lettres. Alors sculpsit, faites attention, c'est pas obligatoirement le sculpteur, ça peut être un graveur. Quand vous avez une gravure de cette dimension-là, si en dessous il est marqué sculpte plutôt, eh bien, vous devez vous dire que c'est celui qui a gravé. Alors, si vous avez des lignes comme ça, eh bien, ça vient de delineavit, qui veut dire celui qui a dessiné. Si vous avez ex, ça vient de excudit, et excudit, ça veut dire celui qui édite. Vous pouvez avoir les trois sous la gravure. On peut vous indiquer Pins Rubens, Sculp, le nom d'un graveur quelconque, et alors excudit, l'éditeur, c'est l'équivalent de l'imprimeur pour un livre. Donc il ne faut pas vous tromper quand vous voyez ces lettres-là, il ne faut pas dire je vois ex Rubens, donc Rubens n'a pas ou pas. Non, non. Il y a vraiment des sigles, des abréviations particulières qui sont utilisées. Je vais vous montrer maintenant dans une de ces œuvres, une œuvre d'art de Nicolas Poussin, un grand artiste classique du XVIIe siècle.
une indication de ce type-là. Alors vous ne verrez peut-être pas grand-chose parce que vous êtes loin, mais je vais vous indiquer ici, voilà. Je vous le lis tout d'abord, hein. Il est marqué Effigies Nicolae Poussini. Alors, Andeliensis Pictoris, donc ça veut dire l'image de Nicolas Poussin de Andeliensis, ben c'est l'endroit dont il est originaire, ça doit être une ville en France certainement. Hein. Pictoris, ben ça veut dire qu'il est peintre. Et puis il est marqué Anno Aetatis. Et puis Anno Aetatis, ça veut dire en l'année. Hein. Attendez, je regarde un petit peu. Anno Aetatis. Et puis Romae, c'est-à-dire à Rome. Anno Jubilei, donc c'est-à-dire en l'année du jubilé, c'est 150. C'est 150, je vous dis en français, ça méritera de rechercher un petit peu. Je le montre d'abord à la classe et puis je le montre. Voilà, donc vous voyez, vous avez une petite explication ici qui est peinte sur le tableau. Et donc ici, c'est Nicolas Poussin qui a fait son autoportrait. Donc il s'est peint lui-même. Hein, donc il est indiqué ici que c'est son image. Effigies Nicolae Poussini, hein, Pictoris. Ça va? Je montre maintenant à la caméra. Si tu peux d'abord prendre une vue d'ensemble et puis plus particulièrement l'indication. Est-ce que ça donne quelque chose ou je dois rapprocher? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, ensuite, une fois que vous avez identifié l'auteur, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, qu'il soit le graveur, l'éditeur, c'est autre chose, hein, vous allez vous poser la question de la date et vous posez la question du contexte, bien entendu. Il se fait qu'ici, ça tombait bien, puisque vous aviez une date. Il est indiqué 1655, quelque chose comme ça. J'ai lu 1650. 1650, voilà. Donc là, c'est non seulement on a la date de la peinture, mais on a en plus de ça, je dirais presque une photographie du peintre en 1650. Donc c'est presque une photo. On est bien d'accord, puisqu'on sait, voilà, à cet âge-là, il avait cette date-là. Et on peut en être sûr, c'est lui-même qui a peint. Et la date est là, donc c'est l'idéal. Évidemment, ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, il y a des méthodes. Bon, moi, je ne vais pas rentrer, je ne suis pas historien d'art, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Je connais les principes, mais il y a des méthodes parfois assez sophistiquées. Vous avez déjà voir ça dans des émissions, hein, où on passe même devant des radios pour voir si. Enfin, il y a des tas de moyens qui permettent de pouvoir dater, au moins approximativement, la peinture. Je poursuis. Oui, il y a une question, Robert? Non. Non, ben alors je préfère que ce soit tout à l'heure, hein, si ça ne te dérange pas. Alors, le contexte est évidemment essentiel, puisque votre but, à vous, avec vos élèves, n'est pas de faire de l'histoire de l'art, mais bien de faire de l'histoire tout court. Hein? À moins que vous soyez dans une section artistique, dans une école artistique, où là, il y a un cours qui s'intitule Histoire de l'art. Ici, je me situe très clairement dans une classe, par exemple, de 3e secondaire. 3e ou 4e secondaire, au cours d'enseignement. Alors, une fois que on a résolu ce problème du contexte, il faut se poser la question, bien sûr, je dirais, du contenu, bien entendu, du contenu. Alors, le contenu, il ne s'agit pas évidemment avec les élèves d'entrer dans trop de détails, il ne faut pas chercher à faire preuve d'érudition, ça n'a pas de sens. Il s'agit de leur demander d'identifier les thèmes qui sont abordés. Alors là, ce n'est pas toujours évident, c'est le grand thème ou les thèmes. Vous savez, quand vous avez un tableau, il y a logiquement un thème principal. Mais vous pouvez avoir, par exemple, dans les scènes de genre au XVIIIe siècle, une scène principale et à côté de cela, on voit deux petits chiens qui sont en train de jouer. Par exemple, donc vous avez plusieurs éléments. Si vous prenez le célèbre tableau de Velázquez, les Minimes, je crois l'avoir avec moi,
hein, ben, on voit, malheureusement je crois que j'ai dit qu'une reproduction partielle du tableau, hein, vous avez une enfant qui est en train de regarder, je dirais, devant elle, qui regarde le spectateur, et alors il y a tout un décryptage que l'on peut faire de cette œuvre, qui a d'ailleurs été proposée par Michel Foucault dans un de ses livres, je crois que c'est dans Les mots et les choses, sauf erreur de ma part. Donc, il y a donc des questions qui peuvent se poser quant aux symboles et aux allégories. Avec les élèves, vous aurez peu le temps de le faire, mais ça vaut peut-être la peine de leur faire remarquer qu'un chat, je dis un chat, je pourrais dire un chien, je pourrais dire une tête de mort, qui est présent, eh bien, ce n'est peut-être pas l'animal ou la chose réelle qu'il faut considérer, mais ce qu'il ou elle symbolise. Ça va ? Ça peut être un symbole de quelque chose. Si vous avez un petit chien, c'est peut-être tout simplement le signe de la fidélité qui veut être montré. Et ce n'est pas une scène réaliste, obligatoirement. Un chat, ça peut montrer l'autonomie, l'indépendance, ou au contraire, ça renvoie peut-être au monde satanique. Que sais-je, hein, je dis ici des choses diverses. Alors il faut penser aussi aux couleurs. Vous savez que le choix des couleurs pour un peintre est évidemment un grand sujet. Un grand sujet. Vous savez qu'il y a 3 couleurs principales, fondamentales. Hein, c'est le rouge, le jaune et le bleu. Qu'il y a 3 couleurs fondamentales, complémentaires qui résultent du mélange de 2 autres couleurs. Le violet qui mêle le rouge et le bleu. Vous avez le vert qui mêle le bleu et le jaune. Et vous avez enfin l'orange qui mêle le rouge et le jaune. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les couleurs complémentaires. Il y a aussi des couleurs qui sont dites chaudes et des couleurs qui sont des couleurs froides. Si vous prenez le rouge et le jaune, ce sont des couleurs considérées comme chaudes, alors que le bleu et le vert sont des couleurs considérées comme froides. Outre cela, vous pouvez bien sûr vous interroger sur la composition. Alors là, c'est quelque chose qui est important. Vous voyez que la composition, je la place après les couleurs, parce que les élèves, ils vont d'abord voir les couleurs, incontestablement. Ils vont d'abord dire, voilà, là, il y a du rouge, il y a du vert, etc. C'est plutôt chaleureux, c'est plutôt froid, et je vais vous montrer des œuvres d'art qui illustrent mon propos maintenant, mais il faudra évidemment, à un moment donné, aller plus profondément dans l'analyse de l'œuvre d'art, dans sa critique, à savoir réfléchir sur sa composition. La composition, c'est quoi? Eh bien, il faut observer attentivement le tableau pour voir s'il n'y a pas des lignes directrices dans ce tableau. Je reprends le cas de Rubens. Est-ce que ce n'est pas l'un d'entre vous? Non, c'est peut-être en première que la démonstration a été faite. Il n'y avait personne qui avait Rubens chez vous. Non, c'était Magritte, je crois. Voilà. Et Horta, qui a été traité par 4 étudiants parmi nous. Alors, si vous prenez le cas de Rubens, eh bien, si vous regardez les descentes de croix qui se trouvent à la cathédrale d'Anvers, vous allez voir que la croix, elle se trouve bien au centre, mais qu'il y a une véritable diagonale qui coupe le tableau du bas à gauche vers le haut droit, et qui correspond justement à la position du Christ au moment de la descente. Ça va? Ou l'inverse, je ne sais plus parce que je n'ai plus en tête vraiment le tableau, mais enfin, je sais qu'il y a je crois qu'il y a la montée sur la croix d'un côté et la descente de l'autre, enfin, si mes souvenirs sont bons, si vous allez à la cathédrale d'Anvers. Et donc, vous avez une véritable diagonale. Vous devez voir également quelle est la place des courbes, également dans ces tableaux. Rubens est un auteur baroque, on parle ici de Rubens, j'aurais pu prendre n'importe qui, vous comprenez bien. Ici, c'est à titre purement exemplatif que je l'ai choisi. C'est celui qui m'est venu à l'esprit, parce que le baroque est, je dirais, plus que tout autre un art de propagande, surtout, et qui intéresse vraiment au premier chef l'historien. Est-ce que c'est pas avec vous que j'avais été voir la collégiale de Nivelles? Non, alors c'est avec une autre classe. Non. Eh bien, dans le baroque, on voit vraiment que
le baroque est destiné à attirer les foules dans les églises, et comme, je dirais, dans les pays de catholicité, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, la population est, je dirais, en grande partie analphabète. À l'inverse des pays protestants, où Luther a traduit très rapidement la Bible du latin en allemand et obligeait la lecture, obligeait les fidèles à lire directement dans le texte, puisque les évangiles constituent la parole de Dieu immédiatement. C'est comme le Coran chez les musulmans. Et que dans le cadre de la Réforme, on fait donc fi des intermédiaires, de tous ces théologiens qui ont pu discourir sur les évangiles ou sur la Bible pendant tout le Moyen-Âge, pour retourner aux sources. Et c'est ce qui explique, c'est un des éléments importants qui explique cette fracture dans l'Europe entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire entre les pays protestants, où la population sera relativement tôt alphabétisée dès le XVIe siècle, or que dans les pays catholiques, que ce soit entre autres le Portugal, l'Espagne, l'Italie, mais là la population va rester même jusqu'au début du XXe siècle, en partie, en tout cas jusqu'à ce qu'on installe l'école obligatoire, au niveau d'école primaire, va rester souvent analphabète. Voilà. Donc, l'art baroque est par définition un art de propagande. Il s'agit d'attirer les foules à l'intérieur des églises, alors que chez les protestants, les temples sont très austères, c'est beaucoup plus mental, si vous voulez, comme religion. Et donc les temples protestants sont vraiment pas statut de saints, puisque les saints ne sont pas vénérés par les protestants. Et donc dans les églises catholiques, vous avez des statues de saints, de la Vierge, des crucifix, avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de mouvements également, puisque l'art a pour fonction d'édifier et d'instruire les foules, puisqu'elles ne savent pas lire, et qu'on les maintient aussi dans l'ignorance, puisque le savoir est le privilège des clercs. Ici, j'ai justement pris un livre de Rubens, regardez. Je crois que j'essaie de voir ce que c'est encore. C'est peut-être pas une œuvre religieuse. Attendez, 14. Enfin, il y en a plein. Alors, oui, je vais plutôt prendre une œuvre religieuse si j'en ai une, qui est assez explicite. Non, on va prendre l'enlèvement des Sabines, qui n'est donc pas tiré de la Bible, mais qui est tiré, comme vous le savez, de Tite-Live, des auteurs romains. Alors, regardez un petit peu cette œuvre de Rubens. Je la montre d'abord devant la caméra, puis je vous la montre à vous. Alors, ce qui frappe quand on voit ce tableau, c'est que, à l'inverse des tableaux classiques, vous avez plutôt des couleurs chaudes qui dominent, et ce qui compte surtout, bon, il y a des contrastes de beaucoup de couleurs, il y a surtout beaucoup de mouvements. Pour utiliser une expression qui a été utilisée au moins 2 fois ces derniers temps par Mélanie, on peut dire que c'est un peu le fouillis. Il y a beaucoup de mouvements dans cette œuvre. Voilà. Donc c'est typique, je dirais, de l'art baroque, c'est d'attirer le regard par le mouvement, mais en jouant aussi sur la dissymétrie. Vous voyez, je vais vous montrer un tableau classique juste après. Vous allez voir qu'on ne peut pas dire, vous voyez, il y a une grande masse ici à gauche, alors qu'à droite, il y a beaucoup moins de personnages. Donc, il y a un déséquilibre. Alors que si on prend un tableau classique maintenant, je vous ai montré tout à l'heure, je vais peut-être reprendre. Enfin, je peux prendre par exemple les bergers d'Arcadie, si je les trouve. Voilà, je ne tombe pas dessus, c'est un tableau très célèbre.
l'a repris dans le fascicule que j'ai devant les yeux. Mais enfin bon, je vais peut-être prendre alors une œuvre néoclassique. Ah, est-ce que j'ai David avec moi? Attendez, je vais voir. Le plus simple, c'est peut-être de prendre David. Voilà. Je prends Jacques-Louis David, qui est donc le peintre officiel de Napoléon, puisque c'est lui qui a peint le fameux couronnement à Notre-Dame en décembre 1804. Alors lui, ce n'est pas un peintre classique, c'est un peintre néoclassique. Mais il va dans la même veine. Regardez tout simplement le couronnement de Napoléon, que j'évoquais il y a un instant. Vous allez voir, donc c'est le tableau qui se trouve au-dessus. Je vais vous le montrer dans 30 secondes. Vous allez voir que la croix ici est précisément au centre du tableau et que ce n'est pas par hasard. Vous allez voir que tout est bien ordonnancé. Donc on a presque l'impression que l'artiste a demandé aux gens de rester figés pour qu'ils puissent peindre, prendre sa photo. Alors je vous montre. Le tableau du dessus. Vous voyez la croix au milieu. J'ai certainement des œuvres plus parlantes encore. J'ai peut-être le serment des Horaces. Voilà le serment des Horaces. Alors là, c'est typiquement... Oui, Robert, c'est donc typiquement une œuvre néoclassique. On voit ce que c'est que le classicisme ici dedans. Hein. Je vous montre. Donc, vous voyez le père Horace qui a en face de lui ses trois fils qui sont en train de lui prêter serment avant d'aller combattre les Curiaces. C'était les champions respectivement des Romains et des habitants d'Alpes-la-Longue, plutôt que d'envoyer les deux peuples les uns contre les autres, eh bien, trois champions avaient été désignés par chacune des cités pour résoudre le conflit. Alors, vous voyez que le père, il se trouve au centre, vous voyez les personnages de l'autre côté, mais vous voyez l'équilibre dans ce tableau. Vous voyez, ne fût-ce que déjà les colonnes. On dirait que c'est presque une photo à l'intérieur de ces deux colonnes-là. Voilà, là. Deux colonnes. Le personnage principal se trouve entre les colonnes. Vous voyez que le milieu du tableau se trouve exactement à l'endroit où la main et les épées se croisent. Vous voyez que les trois personnages ici sont les pendants des personnages qui se trouvent de ce côté-là, donc on n'a pas l'impression que le tableau dirait presque que la scène va tomber d'un côté ou l'autre. Les couleurs sont assez froides aussi, quand on compare au tableau de Rubens. Je le montre à la classe maintenant. Voilà. C'est un tableau très célèbre. Donc vous voyez, il y a la différence entre l'art classique, ici néoclassique, et l'art baroque. Dans l'art baroque, ce qui compte, c'est la dissymétrie, c'est le mouvement, c'est, je dirais, le côté effervescence aussi. Ici, ça renvoie à un autre classique. C'est l'époque de Napoléon, donc Napoléon se veut le restaurateur de l'ordre. D'ailleurs, la devise de Napoléon est assez claire. Il n'a pas repris celle de la Révolution française qui était liberté, égalité et fraternité. La devise de Napoléon, c'était ordre, liberté. Ça peut paraître, pour évidemment un anarchiste, un petit peu contradictoire à première vue en tout cas. Voilà. Donc j'étais en train de vous parler maintenant de... je ne sais plus, j'en étais où? Parce que je suis un petit peu sorti de mon cadre. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Contenu. Oui, j'étais dans le contenu. Et donc, non, le contenu, on l'a déjà fait. Non, on était déjà dans la composition. On était dans la composition. La diagonale. Voilà, donc il faut voir effectivement quelles sont les lignes de force, s'il y a des courbes. Voilà, comment le tableau est conçu, quels sont les poids respectifs, je dirais, des masses, les unes par rapport aux autres. Alors ensuite, il y a bien entendu l'exécution. J'en ai déjà touché un petit mot ici, l'exécution, c'est-à-dire la manière de l'auteur qui fait qu'il est reconnaissable entre tous. Si vous prenez des œuvres de Léonard de Vinci, vous ne pouvez pas vous tromper
les têtes sont pratiquement toutes les mêmes. Certains ont même dit que c'était presque des autoportraits, y compris quand vous avez des portraits de femmes. Bon, le tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci, c'est la Joconde, bien sûr, qui est assez typique de la manière, je vous montre à la classe, de la manière de Léonard avec cet usage du sfumato, hein, et alors ces paysages qui sont derrière dans une sorte d'aura, oui, c'est assez particulier, comme s'il y avait une atmosphère de brume comme ça derrière. Ça c'est typique hein, dans les paysages de Léonard de Vinci. Dans le cas de la Vierge au rocher, vous avez la même chose. Et alors vous avez, est-ce que j'ai la Vierge au rocher ici? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Alors aussi, un autre tableau de Léonard de Vinci, vous allez voir que le paysage est un peu semblable à celui de la Joconde. Hein. C'est Sainte Anne, la Vierge et l'enfant. En fait, vous allez voir ici, c'est un tableau très célèbre. Je vous montre d'abord. Je le montre ici. Alors, vous voyez qu'il y a Sainte Anne, c'est en fait la grand-mère. La Vierge est assise sur les genoux de sa mère. La Vierge tient elle-même Jésus, qui se trouve ici, qui lui-même est en train de tenir l'agneau. Hein, l'agneau, en fait, c'est lui-même et c'est l'humanité à sauver. Et donc, on a l'impression, si vous regardez bien, c'est la forme presque d'une pyramide, on a l'impression qu'ils vont tomber. Mais étant donné la disposition, justement, des personnages, eh bien, ça reste équilibré. Bien que tout conduit, si vous voyez, si vous prenez les forces de gravité, tout devrait faire qu'ils devraient tous tomber par là. Mais non, c'est la grand-mère qui soutient tout le monde ici. Alors, Freud a consacré une étude à ce tableau. Hein, c'est évidemment l'idée qu'il y aura un vautour. Alors, si vous regardez bien ici, alors regardez, si je prends le tableau comme ceci, vous allez voir la tête d'un vautour. Oui, regardez s'il vous plaît, parce que je me trouve un peu distrait depuis quelques instants. Alors, vous avez ici la tête du vautour, hein, vous voyez, un côté, et puis alors l'aile ici, voilà. Et alors, Freud en a fait donc une analyse hein, dans une étude célèbre où il essaie d'expliquer ce thème récurrent chez lui qui serait lié à l'homosexualité de Léonard de Vinci, hein, parce qu'il a rapporté dans son autobiographie, dans un manuscrit, hein, qu'il avait fait un cauchemar où il y a l'aile d'un vautour hein, qui bat à l'intérieur de sa bouche, évidemment, il dit ça, hein, à une fellation. Voilà. Alors, à une pénétration orale. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire à part ça? Je réfléchis un petit peu. Donc, je vous ai parlé dans un premier temps, donc, de l'identification d'auteur et du courant auquel il appartient. Je vous ai parlé du contexte et de la nécessité de dater. Je vous ai dit également qu'il faut distinguer l'original des copies, qu'il faut être capable de distinguer, de voir comment une œuvre a évolué dans le temps. Il y a l'original, puis il peut y avoir des copies sous des formes diverses, en particulier sous forme de gravure, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et alors maintenant, la vraie question que se pose l'historien, et puis alors je vous ai parlé bien entendu je vous ai parlé de la composition, je vous ai parlé de l'exécution, je vous ai parlé des couleurs, voilà, enfin principalement. Et alors maintenant on arrive, je dirais, à l'analyse du contenu, c'est le plus important pour l'historien, c'est qu'est-ce que l'artiste a voulu faire passer comme message. Donc, quelle est l'intention? Vous savez, on a distingué, j'ai déjà distingué avec vous quand on analyse un texte, hein, la critique externe, la critique interne, et à l'intérieur de la critique externe, la critique interne, la critique de provenance, la critique de restitution, puis la critique d'interprétation, la critique de sincérité
la critique de crédibilité ou de compétence, et enfin la critique de sincérité. Donc il faut essayer de comprendre quelle est l'intention de l'auteur. Mais pour comprendre l'intention de l'auteur, il faut savoir pourquoi ou par qui l'œuvre a été commandée. On revient à ce phénomène que je vous expliquais la semaine passée, vous vous souvenez, à propos des deux mosquées du IXe siècle, celle de Kérouan, vous vous souvenez, et d'autre part celle de Foustad, donc du Caire, et que c'est évidemment le commanditaire qui donne ses instructions au peintre, à l'artiste, avant que l'œuvre ne soit réalisée. Et là, on est vraiment dans l'histoire au sens général du terme. C'est que l'artiste lui-même ne se veut qu'un passeur de témoins de son temps. Sauf que tous les artistes ne sont pas que des simples passeurs de témoins et sont aussi des génies. Je vous ai parlé de Rubens tout à l'heure. Il est évident que quand vous voyez une œuvre de Rubens, vous allez me dire, ben, on voit d'abord Rubens avant de voir l'œuvre, enfin le contenu, je dirais, ou les mentalités de l'époque, parce que c'est un génie, comme Rembrandt, comme, je ne sais pas, enfin, comme il y en a de très nombreux autres artistes. Mais du point de vue de l'historien qui fait l'histoire générale, il ne va pas étudier l'œuvre d'art en tant que telle, il va essayer de l'utiliser pour démontrer qu'à cette époque-là, à une époque particulière, les mentalités d'un certain groupe de la population pouvaient s'exprimer sous cette forme-là. Bien entendu, il y a le génie de l'artiste, qui est indubitable. Rubens, quelles que soient les époques, en tout cas depuis plusieurs siècles, on l'aime en général. On lui reconnaît en tout cas du génie, même si on n'aime pas. On reconnaît que c'est un très grand peintre. Mais, je dirais que du point de vue de l'histoire générale, il nous intéresse surtout en tant que révélateur de commanditaires. Alors ces commanditaires, ça pouvait être des rois, ça pouvait être des princes, ça pouvait être des grands marchands, entre autres choses. Je vous montre encore quelques œuvres. Alors, je les prendrai peut-être dans l'ordre chronologique, peut-être pour simplifier, ce qui va mettre un petit peu d'ordre dans les idées. Peut-être celui-là, je le mets plus loin. Celui-là, je le mets là. Alors, celui-là, je le mets là. Celui-ci, ici. Voilà. Alors, je vous montre les œuvres, en espérant qu'elles sont toutes bien classées. Alors, voilà. Alors, outre celles que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, sur lesquelles je ne reviens plus, bien sûr, je vous montre une œuvre du XVe siècle, hein, c'est-à-dire de Nicolas Fouquet, ou de Jean Fouquet plutôt. Hein, je crois que c'est Jean Fouquet, que je ne me trompe pas, je crois que c'est Jean Fouquet. Enfin, peu importe s'il y a, mais bon, enfin, je vais tomber dessus. Une petite seconde. Oui, c'est Jean Fouquet. Hein. Alors, Jean Fouquet, qui est un peintre officiel en France. Alors, les œuvres qu'il représente sont évidemment l'expression d'une demande. Alors, regardez ici. Alors, je crois que c'est le roi de France dans son lit de justice, sauf erreur de ma part. Je revérifie par sécurité. 14, oui, c'est le lit de justice de Vendôme. Voilà. Alors regardez, par moyen, on se doute évidemment qu'il s'agit d'une œuvre de propagande visant à assurer le pouvoir royal. Je montre devant l'écran. Vous voyez le roi ici, et vous voyez toute une série donc de magistrats, puisque un lit de justice se fait en présence de magistrats, et le lit de justice, il se fait dans des circonstances particulières, surtout, pas seulement, mais surtout quand le roi vient casser une décision du Parlement
un parlement qui lui fait... Vous savez qu'un parlement, c'est donc une cour supérieure de justice. Hein. En France, ce n'est pas un organe représentatif comme en Angleterre à la même époque. Eh bien, le roi, quand le parlement s'est permis de lui faire des remontrances, c'est-à-dire a voulu modifier certains articles, eh bien, le roi peut imposer l'enregistrement automatique de la loi sans tenir compte de l'avis du Parlement, et ils se rendent alors au Parlement, hein, c'est-à-dire dans la Cour supérieure de justice, et là, ils décident que. Et il n'est plus question de discuter. Ça va? Donc, dans l'œuvre que je vous ai montrée, vous pensez bien également que les couleurs ne sont pas innocentes. Hein. Le bleu, les fleurs de lys, les différentes couleurs que vous voyez un petit peu partout correspondent précisément à, je dirais, une symbolique que tout le monde peut comprendre. Alors, maintenant je vous montre Velázquez, dont je vous ai parlé juste avant, tout à l'heure. Alors là, vous avez le tableau célèbre de la reddition de Breda, hein, par le gouverneur de la ville au général Spinola, hein, qui est le général en chef de Philippe III, je crois, à ce moment-là. Donc on est dans la première moitié du XVIIe siècle. Voilà. Alors là, c'est aussi, on comprend une œuvre de propagande, puisque le pouvoir veut montrer que définitivement, cette ville, je vous dis définitivement, ça n'a pas duré longtemps, hein, il va y avoir d'autres événements, hein, est revenue dans le giron donc, des Pays-Bas espagnols. Je ne sais pas si j'ai d'autres œuvres. Ah, j'ai peut-être les Méniques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sait. Apparemment, mais pas non. Enfin. Alors, Rembrandt, lui, il est connu, Rembrandt van Rijn, c'est un peintre hollandais, il est surtout connu pour ses clairs-obscurs. Vous savez, les clairs-obscurs, c'est une manière de mettre en évidence un visage, par exemple, qui a l'air véritablement de sortir de l'écran. Hein, parce que le fond, à l'arrière, est tout à fait sombre. Donc, c'est une manière de mettre en évidence. Et ça, c'est un... Rembrandt lui-même et l'héritier du Caravage qui procédait déjà de cette manière-là. Alors regardez ici le syndic des drapiers, hein, d'Amsterdam, je vous le montre juste après. Donc c'est une assemblée de professionnels, enfin une assemblée professionnelle, corporation, et le visage de tous ces personnages, de ces grands bourgeois, se trouve éclairé. On dirait qu'il y a presque un projecteur qui se trouve du côté du peintre et qui permet donc de mettre en évidence ces visages. C'est presque une technique de type cinématographique. Alors je peux vous montrer aussi, j'espère que j'ai quand même la ronde de nuit. Ah, je l'ai. Alors la ronde de nuit qui se trouve au Rijksmuseum d'Amsterdam, très connu aussi. Vous voyez, c'est donc comment dirais-je, une troupe de gardes qui circulent dans la ville donc pendant la nuit. Vous voyez le lieutenant et le capitaine là, qui sont mis en évidence, et vous voyez l'importance de nouveau de la lumière qui met en évidence les personnages par rapport à un fond obscur. Ah, voilà. Ça, c'est la leçon d'anatomie du professeur Terhulp. Alors là, c'est tout à fait évident. Hein. Vous allez voir comme les visages sont éclairés. Et vous allez voir que on dirait que tous les personnages regardent dans toutes les directions, hein, mais en aucun cas, ils ne regardent le cadavre. C'est assez particulier. Il n'y en a pas un, même si celui qui paraît penché dessus, vous allez voir qu'il ne regarde même pas le cadavre non plus. Ils regardent tous dans toutes les directions, un petit peu ce que vous faites quand je donne cours. Voilà. Sauf que je ne suis pas prof d'anatomie, mais bon. Regardez bien, Norman, ça va, tu vois?
Alors, Vermeer de Delft, ah, ça c'est un peintre que j'aime bien. Alors lui, pour l'historien, il est intéressant parce qu'il montre l'importance de la vie privée pour les Hollandais. Vous savez que c'est un peuple qui a comme régime politique le régime républicain, alors que partout en Europe c'est la monarchie absolue, hein, à cette époque-là, partout, hein, sauf peut-être à Gênes et à Venise, qui sont des républiques, mais partout ailleurs vous avez des ducs, des princes, des rois, des empereurs, tout ce que vous voulez. Et là, c'est un peuple assez particulier, c'est un peuple de marchands, c'est un peuple de marins. Initialement, c'est un peuple d'agriculture, mais finalement, c'est la mer qui va faire l'objet de toutes les attentions des Hollandais. Ils vont partir à la conquête d'un empire qui va, entre autres, leur permettre de posséder les Indes orientales, c'est-à-dire l'Indonésie, entre autres choses. Et alors, je vous montre quelques œuvres très très connues, vous savez. Regardez ici, ce sont des intérieurs. Ce sont des intérieurs. Tu peux regarder celle de gauche et puis celle de droite. Alors là, c'est très intéressant de travailler avec les élèves là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut essayer d'identifier la classe sociale à laquelle appartient le personnage représenté, voir comment ces personnages sont habillés, voir de quel mobilier ils disposent, voir comment un intérieur est décoré, on voit s'il y a du carrelage, s'il y a du plancher, si c'est de la terre battue, si les murs sont en briques ou en pierre, s'il y a ou non des tentures. Vous voyez ici qu'il y a des cartes au mur, ici. Ah, vous voyez, des deux côtés, il y a des cartes. Alors, vous allez voir sur la page de droite, à gauche, apparemment, c'est l'Amérique, me semble-t-il, mais je ne peux pas l'assurer. Enfin, apparemment, c'est l'Amérique. Et à droite, en fait, ce sont les Provinces-Unies elles-mêmes, mais la tapisserie est orientée d'une manière que ça pourrait peut-être un peu vous sauter. Regardez, donc il y a une carte ici, derrière la dame en bleu. Et l'autre, regarde un peu à gauche, à droite plutôt chez vous. Donc en fait, ce sont les Provinces-Unies, mais c'est orienté ouest. Donc en fait, ce que vous avez au-dessus, c'est l'ouest, si vous regardez bien. Ce n'est pas le nord. Alors je vous montre la carte ici, puisqu'on a travaillé sur une map monde mardi. Ça vaut peut-être la peine de comparer les deux. Donc ici, vous avez les Provinces-Unies, hein, mais orienté au-dessus, vous avez donc l'ouest. Ce sont les îles de Zuiderzee, vous avez. Et quand vous descendez vers le bas, en fait, vous allez à l'intérieur des terres, c'est-à-dire vous allez vers l'est. Le nord, ici, se trouve donc ici. Il faudrait regarder cette carte comme ça, si vous l'orientiez. Là-bas, ici, se trouve le nord. Vous voyez que ça correspond donc aux Pays-Bas actuels, hein. Oui, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas eu d'état plane dans les années 1950. Donc évidemment, le Zuiderzee n'est pas complet. Voilà, alors, encore certainement de belles choses à vous montrer ici. Vous savez, regardez, ça c'est un port, je sais pas, c'est le port de quoi? Vérifier. 6. C'est une vue de Delft, tout simplement. Alors regardez l'importance du ciel, également de cette rade où se reflètent ces bâtiments de ce port. Regardez, vous connaissez la chanson de Jacques Brel, hein, qui concerne la Flandre et pas les Pays-Bas, mais quand il parle du ciel, de la mer, hein, et des clochers pour unique les églises, pour unique montagne. Voilà. Alors, il y a encore quelque chose. Alors ici, alors vous voyez, quand on travaille sur l'habitat, et hier nous avons travaillé ensemble sur des vestiges archéologiques s'étendant du XIIe au XVe siècle dans le Yorkshire. Regardez, encore de très beaux tableaux qui nous informent sur l'habitat au XVIIe siècle, sur le type de ruelles que l'on trouvait, sur les constructions, le type de matériaux utilisés également. Voilà, à gauche et à droite. Hein. C'est plutôt une
scènes de la vie quotidienne. Et à gauche, alors je vous le montre. Donc c'est passionnant, hein, si vous parvenez à travailler avec là-dessus. Et alors ici, justement, on voit une femme qui est en train de puiser de l'eau dans le puits, elle a un balai, et puis une autre qui est en train de coudre la porte ouverte, une autre qui est devant, près de son chien. Regardez tout cela ici. On pénètre dans la cour de cette maison ici. Ici, on voit une dame qui est en train de s'adonner à des travaux de couture. Voilà. Alors, Fragonard, là, c'est un autre genre. On est au XVIIIe siècle et ce sont des scènes de genre, justement, des scènes très très légères. On voit, et on voit tout de suite, évidemment, quels sont les commanditaires. Hein. Donc, regardez celle de droite ici. Ça annonce Watteau aussi. C'est ce qu'on appelle des scènes de genre, c'est des scènes frivoles, des gens qui sont sur des balançoires, qui jouent à Colin-Maillard, enfin des choses qui nous paraissent très légères, mais qui nous informent également sur les goûts de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie, par exemple les fermiers généraux à cette époque-là. Alors Goya, alors là on est à cheval sur le XVIIIe et XIXe siècle, je ne vous montrerai qu'une seule œuvre, s'il vous plaît, qu'une seule œuvre, c'est le 13 des Maillots, c'est-à-dire le troisième jour du mois de mai, journée lors de laquelle des résistants ont été fusillés par les troupes napoléoniennes. C'est un tableau célèbre, il y a le DOS des Maillots et le 13 des Maillots qui se trouvent donc au musée du Prado à Madrid. Et alors vous allez voir qu'il y a un procédé qui est utilisé, qui est un peu celui de Rembrandt, c'est-à-dire le procédé du clair-obscur. Vous avez le résistant qui est très éclairé, alors que les soldats qui sont en train de tirer sont plutôt dans l'ombre, ici. Donc ça se situe pendant la guerre d'Espagne. Donc, dans la première décennie, dans les années 1808, en Espagne. Alors, un auteur qui appartient au mouvement réaliste, alors là, c'est une œuvre qui a suscité beaucoup de débats. Et c'est en cela que je vous la montre de nouveau, ce n'est pas du point de vue d'historien de l'art, mais du point de vue d'historien, c'est que quand on est passé de l'académisme au réalisme, il y a eu, comme toujours, des tas de critiques qui ont dit c'est scandaleux, on nous présente la réalité telle qu'elle est, alors que précédemment, il fallait peindre suivant les canons, les règles de l'art classique, c'est-à-dire les règles de l'Antiquité, idéalisées. Eh bien, ici, vous avez le tableau un tableau très célèbre de Gustave Courbet qui s'appelle L'Atelier. Et vous voyez un modèle qui se trouve nu devant un public qui est en train de regarder le peintre, justement en train de la peindre. Même si elle n'apparaît pas en tant que telle, j'imagine qu'il va se mettre à la peindre avec sa part un petit peu particulier, justement. C'est que c'est un modèle et qu'il est en train de peindre un paysage. Donc vous voyez, il y a quelque chose, il y a un déséquilibre entre le sujet représenté dans le tableau que nous voyons et le tableau qui est peint dans le tableau, ce qu'on appelle une mise en abîme en littérature. Il y a un tableau dans le tableau. Vous voyez? Alors, je vais passer devant la caméra et puis je vous le montre. Et donc, évidemment, ça paraît scandaleux à cette époque-là. De peindre ça, c'est un sujet trivial, si vous voulez, parce que ou bien vous présentez le modèle nu, et il n'y a pas de problème, parce que vous le représentez, parce que dans l'Antiquité, il y a la Vénus du Milo, enfin, il y a des tas d'œuvres où les personnages sont nus, depuis le 6e, 5e siècle, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ici, vous mêlez le nu avec des gens habillés. C'est ça qui choque. C'est pas la nudité. C'est le fait de mettre dans la même œuvre deux situations complètement hétérogènes qui donnent à ce tableau comment dirais-je, un aspect grotesque.
Alors ça, c'est un tableau célèbre de Courbet aussi, ça c'est l'enterrement à Ornans, en dessous. En dessous, hein. Alors maintenant, je vous montre, pour terminer, mais ça pourrait continuer à l'infini, bien entendu, une œuvre de Monet. Vous savez que l'impressionnisme naît dans les années 1860 en France, et que l'impressionnisme veut aussi rompre avec les règles habituelles en mettant l'accent sur le fait que, eh bien, quand vous voyez quelque chose, vous croyez voir que vous voyez en fait la lumière qui est décomposée sur des surfaces. Et donc les impressionnistes s'intéressent beaucoup à la physique, à l'optique de leur époque, et ils savent que quand on voit du rouge, eh bien ce n'est rien d'autre qu'un travail intellectuel, je dirais, programmé par votre cerveau, hein, et c'est la raison pour laquelle ils vont insister sur les couleurs, mais des couleurs pures. Les couleurs, comment dirais-je, les minéraux, hein, qui servent à la peinture ne sont jamais mélangés. Alors, je vous montre ici, c'est le 14 juillet, hein, on est très loin évidemment des œuvres que je vous ai montrées précédemment, il y a peu de distance qui sépare les tableaux de Courbet et celui-ci, s'il vous plaît. Je vous montre ici donc le 14 juillet. Dans un premier temps, on se dit on ne voit rien du tout, sauf qu'on voit quand même du rouge, du blanc et du bleu. Et ça, vous savez que ce sont les couleurs de la République française. Mais en fait, aucune de ces couleurs n'est mélangée. Et ça donne une impression évidemment tout à fait caractéristique et qui, du point de vue esthétique, est plus intéressante que le beau rendu de la peinture académique qui prévalait à cette époque-là. Alors, il me reste, comme d'habitude, à vous montrer quelques ouvrages plutôt, qui vous permettront d'approfondir tout ceci. Alors, un ouvrage que je vous commande vivement, Les grands peintres et leurs techniques, publié chez Interlivre. Alors, pourquoi je vous le montre ? Parce que dans cet ouvrage, vous avez toutes des analyses de tableaux. Alors, à toutes les pages, c'est comme ça. Vous avez le tableau sur la page de droite et sur la page de gauche, vous avez la vie de l'auteur, la mise en contexte de l'œuvre, et alors des techniques qui sont utilisées par l'auteur. Vous voyez peut-être en dessous de l'encadré ici, et les couleurs qu'il utilise sur sa palette dans cette œuvre. Je vous ai montré ça, mais je pourrais vous en montrer. Il y a ça à toutes les pages. Hein. Ça va, on vous montre systématiquement toutes les techniques qui sont utilisées par l'auteur, et vraiment vous avez le détail. Vous voyez, vous avez l'œuvre ici et le détail des techniques utilisées sur la page de gauche. Voilà. Alors, même chose pour les peintres contemporains et leurs techniques. Je vous montre ceci. Voilà, je vais trouver une œuvre représentative. Le principe est le même. Hein. Ici, c'est Jasper Jones. Vous voyez, vous avez l'œuvre. Et alors, vous avez chaque fois une partie de l'œuvre qui se trouve dans un petit carré rose, qui est agrandie et commentée à côté. Publié également chez Interlivre. Alors, je vais peut-être avancer les livres pour éviter de bouger tout le temps. Alors, une revue très utile, qui coûte pas cher, qui comprend 150 numéros chez Larousse, Histoire de l'art, vous apportez un numéro parmi beaucoup d'autres, consacré à Kandinsky et le Bauhaus.
concerne donc les débuts du XXe siècle. Alors la revue Regard sur la peinture, je vous ai apporté ici un numéro consacré à Chagall. Alors c'est le même principe que dans les deux ouvrages que je vous avais montrés. Vous avez vraiment une analyse de toutes les œuvres d'art dans le détail. Avec, vous voyez la composition, ici on voit la fameuse diagonale dont je vous parlais tout à l'heure, et l'analyse chromatique, ici sur la page de droite. Alors dans cette collection, vous avez des cassettes, donc ça retenez-le, hein, parce que quand vous ferez vos leçons, vous direz, vous trouvez finalement des commentaires intéressants pour que ce soit un peu plus vivant pour les élèves. C'est édité par les éditions Fabry, je vous ai apporté une cassette sur Van Gogh, à titre d'exemple. Alors, sur les musées, vous avez muséologie par Luc Benoît, en que sais-je. Vous avez de la collection musée de Pierre Salmon. Alors, sur l'image, puisque je vous ai beaucoup parlé de l'image ici, vous avez d'Albert Plessis, Grammaire élémentaire de l'image, comment lire les images, comment les faire parler. Et vous allez voir que sur la couverture, c'est très intéressant, c'était publié au Marabout Université. Regardez, je le montre à la classe. Ouais. Le monsieur, là, il tient un chiot derrière son dos. Et le petit garçon est en face de lui, fait un geste pour lui dire qu'il ne trouve plus son petit chien. Et vous voyez que la dimension du rectangle n'est pas du tout la même, parce que lui, aux yeux de l'enfant, le chien, il l'a mis à ses proportions. Regardez. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que l'œil que l'on porte sur une chose, le regard est par définition subjectif. Et alors, si je dis subjectif, c'est pas par hasard, parce que vous connaissez certainement Robert Doisneau, sur lequel il y a 15 jours, il y a eu un très beau documentaire sur la 3, à la télévision. Hein, c'est le fameux auteur de ce cliché hyper célèbre qui a été fait juste après la guerre, un peu après la libération, entre 1945 et 1950, et qui s'appelle « Les amoureux devant l'hôtel de ville ». Vous connaissez certainement cette œuvre-là. Hein. Eh bien, il a écrit ses souvenirs dans la collection Babel. Robert Doisneau, alors là c'est à l'imparfait de l'objectif, mais on voit tout de suite évidemment le jeu de mots qu'il fait ici. Donc c'est un grand photographe français. Je me demande s'il n'est pas mort récemment. Oui, mais il avait plus de 90 ans, ça c'est sûr. Je vous montre ceci. Alors, à l'imparfait du subjonctif, vous comprenez bien, de l'objectif, vous voyez bien qu'il joue évidemment imparfait. C'est pas le temps, c'est ce qui n'est pas parfait ici. Et puis de l'objectif, c'est l'objectif de la caméra, bien entendu, ou de l'appareil photo, en l'occurrence. Alors, de Heinrich Wöflin, un grand classique, publié chez Gallimard, Principes fondamentaux de l'histoire de l'art. C'est un très grand classique. De Pierre-Franck Castel, aussi un autre classique, Études de sociologie de l'art, création picturale et société chez Gontier. Alors, de Paul Klee, Théorie de l'art moderne. Paul Klee, c'est ce grand peintre suisse du XXe siècle. De Catherine Millet, L'art contemporain, histoire et géographie, chez Champ Flammarion. Catherine Millet, vous la connaissez peut-être par son roman autobiographique, plutôt son autobiographie, qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M, parce que non seulement c'est une conservatrice, une grande historienne de l'art, mais elle a publié un roman autobiographique où elle explique tout ce qu'elle a vécu avec les hommes, où elle se faisait prendre sous des ponts par des camionneurs, etc. C'est assez spécial. Hein. Alors, d'Ernst Gombrich et Didier Hérigon, ce que l'image nous dit, entretien sur l'art et la science.
Gombrich est un grand historien de l'art anglo-saxon. Du même, l'art et l'illusion psychologique de la représentation picturale, chez Gallimard. Et enfin, pour vous montrer qu'un historien peut faire de l'histoire de l'art du point de vue de l'histoire, donc c'est André Corvisier, qui est un spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui enseignait à la Sorbonne. Il a fait un cours d'agrégation qui s'appelait Art et société dans l'Europe du XVIIIe siècle. Et ça, c'est vraiment le point de vue de l'historien. Ce n'est pas le point de vue de l'histoire de l'art. Vous avez dans ce livre, donc, il montre dans ce livre en quoi l'art peut être révélateur et tellement intéressant pour un historien pur, généraliste, si je puis dire. Voilà, j'ai dit.